100 fois plus rapide. Vous vous rendez compte? Alors, je vous invite à vous imaginer sur un chemin de randonnée. Vous êtes en nature, vous êtes en forêt, tout ce groupe-ci, et puis vous êtes en train de marcher, ok, dans cette direction. À côté de vous, il y a un chemin de fer, une voie ferrée, ok, et puis vous marchez, et puis là tout d'un coup il y a un TGV qui passe à 300 km/h. Alors, je vous laisse vous imaginer un petit peu le souffle du train à côté de vous. Ce train, il va dans la même direction que vous. Vous continuez à marcher. Tout au fond, et on commence à l'apercevoir, à quelques kilomètres, il y a un mur. Ce mur, il est incassable. Il est absolument infranchissable. On ne peut pas aller autour. Le marcheur, le TGV, dans la même direction, fonce vers ce mur. Je vous laisse imaginer que le TGV, ça va faire un petit peu plus mal quand même sur l'impact que le marcheur. Alors en fait, finalement, on est tous dans ce train. On est absolument tous dans ce train. Tous les gens de l'université aujourd'hui, nous-mêmes, ici sur la scène et vous, on est tous dans ce train qui fonce à 300 km/h vers ce mur. Ce train, il va 100 fois plus vite que les marcheurs dont je parlais juste avant. Ce train, il va aussi 100 fois plus vite que le changement climatique naturel. La chose positive quand même avec tout ça, c'est qu'il est toujours temps d'actionner le frein d'urgence sur le TGV pour ne pas se prendre le mur. Bonjour à tous et à toutes. Nous aujourd'hui avec Sandra et moi-même Paul, on vient vous présenter le pitch climat. Alors nous avec Sandra, on n'est pas des shifters, pas encore, mais en tout cas on essaye de faire shifter la France comme on peut à notre humble niveau, notamment avec des ateliers de prise de conscience sur les sujets énergie, climat, alimentation et adaptation. Et on fait ça avec différents types de publics, comme les collectivités, les entreprises, le grand public, tout au long de l'année. Et c'est exactement ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, avec cet outil vraiment d'introduction sur les principales causes et conséquences du dérèglement climatique, qui s'appelle le pitch climat. Et vous présenter également les grands ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête pour la transition, sur la transition climatique. Et cet outil, c'est un outil interactif. Donc, comme je vous disais, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin que vous preniez votre téléphone. Pardon. Et donc, vous allez pouvoir scanner ce QR code et vous allez arriver sur une plateforme qui s'appelle Mentimeter où on va vous poser des questions tout au long de cette conférence. Donc, vous pouvez scanner le QR code. Si ce n'est pas possible, vous avez aussi l'adresse que vous voyez s'afficher avec le code à rentrer. Une fois que vous êtes dessus, vous voyez un petit pouce. Je vous invite à cliquer dessus pour m'indiquer que vous êtes bien arrivé avec nous. On a déjà 10 personnes. C'est parti. 11. Alors pour les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, donc vous pouvez sortir vos téléphones, scanner ce QR code et nous rejoindre en ligne sur l'outil Mentimeter pour pouvoir participer à tous les petits quiz, les petits challenges qu'on va vous proposer au long de cette conférence. Alors, je vous laisse encore quelques instants pour les dernières arrivées. Un autre point, vous allez voir, il y a une petite barre Q&A sur cette page. Vous allez la voir tout au long de la conférence. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre directement. On prendra des temps au long de la conférence pour pouvoir y répondre. Et puis, comme on est en petit comité, on pourra aussi le faire à main levée si vous avez des questions. Allez, si c'est bon pour vous, on va commencer. Oui. Alors, ça capte pas pour vous? Alors effectivement, l'université et la cité ne nous donnent pas l'accès au Wi-Fi guest tout de suite parce que c'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est que ça se passe comme ça sur cette conférence. Bonjour Frédéric Aubert. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre en binôme avec une autre personne ici. Comme ça, vous allez pouvoir participer et former un groupe pour répondre aux questions, si ça vous va. Donc vous choisissez. Alors vous pouvez passer par la 4G, tout à fait. Ouais, ouais. Donc s'il y a des personnes effectivement pour qui la 4G ne fonctionne pas, n'hésitez pas à rencontrer votre voisin, votre voisine pour répondre ensemble aux questions.
Allez, je vois qu'on n'a pas de nouvelles connexions, donc je vais considérer que la plupart d'entre vous sont arrivés. Et on va passer, du coup, on va aller tester cette première question, cet outil avec une première question, qui est celle-ci. Savez-vous ce que cette image représente? Est-ce que c'est une image satellite du monde, une projection du monde en 2100, la couverture d'un rapport ou un exercice de coloriage? Allez, je vous invite à tester vos connaissances. Je vois déjà quelques regards interrogatifs. Allez, on a déjà 5 personnes qui ont répondu, 9, 10, ça va vite. Allez, n'hésitez pas. Il n'y a 14, pas de mauvaise 15. réponse aujourd'hui. Allez, on va commencer à regarder les premières réponses. Ah, c'est réparti. Une image satellite du monde, une projection du monde en 2100, la couverture d'un rapport. A priori, personne n'est chaud pour le coloriage. Allez. Merci. Bon, c'est déjà colorié. Il y aurait un petit peu de choses à compléter. Allez, on va aller voir la réponse. La bonne réponse, c'est effectivement la couverture d'un rapport. Effectivement, je l'ai entendu, pas n'importe quel rapport, puisqu'il s'agit en fait de l'image, une illustration créée par l'artiste Alissa Singer, qui a été choisie pour illustrer le premier volet du dernier rapport du GIEC, sorti en 2021. Alors justement, le GIEC, on va prendre quelques temps pour en parler, parce que c'est une notion très importante lorsqu'on parle de changement climatique. C'est même finalement la meilleure boussole que le monde ait eue pour tracer un peu son avenir. Le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est une entité onusienne, indépendante, qui a été créée en 1988 à la demande du G7. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'a fait le GIEC? C'est des scientifiques qui vont prendre l'ensemble des connaissances, l'ensemble des publications faites dans des revues scientifiques à l'échelle de la planète, vont synthétiser, vont évaluer et synthétiser ces connaissances pour arriver à la fin à la rédaction d'un rapport en 3 volets. Et ce rapport, il est mis à jour tous les 6 à 7 ans. Ce rapport, c'est, comme je disais, c'est une boussole. C'est ce qui va permettre, par exemple, à nos décideurs gouvernementaux de prendre des décisions sur les stratégies climat. Et c'est aussi un rapport qui est finalement accessible à tout un chacun. Donc vous, patron d'entreprise, citoyen, on peut aller consulter ce rapport pour avoir un aperçu de ce que veut dire le changement climatique et ce qu'on peut en attendre. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre sur ce rapport, c'est que c'est quelque chose qui est très solide. Pour vous donner, par exemple, sur le deuxième volet, je vous ai dit qu'il y avait 3 volets sur le rapport du GIEC. Sur le deuxième volet, c'est 270 auteurs et autrices qui ont pris en compte 34 000 publications scientifiques, qui sont donc évaluées, synthétisées. Et par rapport au premier texte, ils ont eu des retours. En fait, chacun peut venir commenter ces premières versions du texte. Donc, ils ont pris en compte plus de 62 000 commentaires. Et tout ça pour arriver à un rapport qui fait quasiment 4000 pages. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un aperçu du contenu de ces 3 volets du rapport du GIEC. Donc ça va être vraiment un premier pas, une première direction dans la connaissance du contenu sur le changement climatique. Allez, c'est parti. Très bien. Donc, comme me disait Sandra à l'instant, et je le rappelais en introduction, nous allons vous ouvrir une porte d'entrée sur ces principales causes et conséquences du dérèglement climatique à l'aide d'un graphique sur lequel on va vous faire voyager. Ce graphique, vous l'avez devant les yeux. On va parler des activités humaines. Je veux bien que tu me passes parce que ma petite molette est dead. On parlera des activités humaines. On parlera des principaux phénomènes physiques du dérèglement climatique comme l'effet de serre. Ensuite, on n'oubliera pas les différentes boucles d'emballement, comme le permafrost. Et puis, on abordera les conséquences de ce dérèglement climatique. D'ailleurs, je vous propose de commencer avec cette section-là, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias. Ça ne se passe pas qu'à l'autre bout du monde, ça se passe évidemment sur nos côtes françaises, sur notre territoire français, et puis également de façon un peu plus générale en Europe. Ces conséquences comme les canicules, les feux de forêt, également les submersions, et puis les sécheresses, sans oublier les tempêtes, les cyclones. Alors ces phénomènes, ils sont naturels. Le problème, c'est qu'on constate qu'ils arrivent de plus en plus fréquemment et de plus en plus intensément. Et la question qu'on vous propose de vous poser aujourd'hui,
c'est d'essayer de comprendre quelle est notre responsabilité en tant qu'humains dans ce dérèglement climatique, quelle est l'urgence à agir et quel est le problème derrière ce dérèglement climatique, avec un premier aspect sur notamment l'effet de serre. Okay. Et alors pour ça, on a une première question pour vous, qui est la suivante. Quand on vous dit effet de serre, à quoi est-ce que vous pensez? Donc vous pouvez reprendre vos téléphones et répondre à cette question. Tous les mots qui vous passent par la tête, toutes les expressions, si vous deviez expliquer l'effet de serre, comment vous expliqueriez ça? Donc je crois qu'on a 3 réponses. N'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à tester, même si vous n'êtes pas sûr de vous. C'est finalement l'occasion d'apprendre. Allez, 5 réponses. Allez, n'hésitez pas de mauvaise réponse, c'est parti, on y va. Tu peux peut-être commencer à afficher des petits mots. Pollution, CO2, température à la surface de la planète, carbone, méthane, réchauffement. J'ai vu couche d'ozone. Couche d'ozone. Alors, petit scoop. Effectivement, la couche d'ozone, très important. Hein. Couche d'ozone, c'est la fine couche au-dessus de la stratosphère qui permet de filtrer les UV qui sont mauvais pour notre santé, mauvais pour notre peau. On a entendu beaucoup parler du trou de la couche d'ozone. Mais alors, je vous apprendrai peut-être à certaines aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec le dérèglement climatique. Donc, couche d'ozone, non. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse, puisqu'on est tous là pour apprendre. Alors, c'est parti. On en parle un petit peu. 22 personnes, on peut passer à la suite. Et je pense que ma manette remarche. Alors, cet effet de serre, qu'est-ce que c'est? Si on avait à l'expliquer à un enfant de 10 ans. Eh bien, finalement, l'effet de serre, c'est une couette. C'est un peu comme une couette qu'on a autour de la Terre, qui garde la planète à une certaine température. Dans cette couette, il y a des plumes. Donc merci l'effet de serre, merci à cette couette et merci à ces plumes qui sont à l'intérieur, qui permettent aux humains d'être ici et de vivre sur une planète qui a une température à peu près constante en moyenne. Okay. Et puis donc ces petites plumes, c'est le dioxyde de carbone par exemple, ces fameux gaz à effet de serre. Next. Ouais. Et à votre avis, on va donc repartir en question. Quelle serait la température moyenne de la planète sans l'effet de serre? Ça part vite. Et je cache un peu pour faire durer le suspense. Donc, on est, pour vous donner un ordre de grandeur déjà, de savoir où on est, aujourd'hui sur la planète, il fait 15 degrés en moyenne. Donc, si on n'avait pas cet effet de serre, est-ce qu'il ferait 0 degré en moyenne, moins 18, moins 33 ou 1,1 degré? Allez, ça fuse. On va commencer à voir vos réponses. On a une petite préférence pour moins 18. Le moins 33 suit pas loin derrière. Allez, c'est parti. On a 25 personnes qui ont répondu. On est plus que 25 dans la salle. N'hésitez pas. Pour les personnes qui nous rejoignent, pour répondre aux questions, vous allez sur menti.com et vous marquez le code qui est tout là-haut. Allez, 25 personnes. On va essayer de monter à 26 ou 27. Allez-y, n'hésitez pas. On reste bloqué à 25, c'est pas grave. Allez, on donne la bonne réponse. Moins 18 degrés, hein, je vous disais juste avant. Merci l'effet de serre, parce que sans effet de serre, en fait, il n'y aurait pas d'humain sur la planète. Moins 18 degrés, il ferait en moyenne. Okay. Et alors, un autre chiffre qu'on a vu ici, qui était une proposition, 1,1 degré, et bien ça, figurez-vous, c'est le réchauffement moyen sur la planète depuis 1850 jusqu'à maintenant. 1,1 degré. Alors là, vous allez me dire... en fait, 1,1, c'est rien, hein, c'est juste on enlève un pull l'été. Finalement, non, 1,1, c'est une moyenne sur la planète. On parle vraiment de climat ici. Okay. Et donc, on fait souvent l'analogie d'un enfant qui est dans son lit. On prend comme analogie également la température corporelle normale de 37,5. Si on monte d'un degré, donc 38,5, vous commencez à être un peu mal. 39,5, grosse fièvre. 40,
ok, vous êtes au lit, et puis un peu plus, vous êtes vraiment dans un mauvais état. Donc c'est ça de ce dont on parle. C'est une moyenne de température tellement en augmentation là, de 1,1 degré qui est absolument énorme. Alors on revient sur le fameux dessin, ce fameux graphe sur lequel on vous fait voyager. Ce qu'on vient de voir, c'est que l'effet de serre, on peut lui dire merci, sauf qu'on parle ici d'effet de serre additionnel. On vient rajouter des plumes dans cette couette, on vient rajouter des gaz à effet de serre. Okay. Et le gaz à effet de serre principal dont on parle, qu'on entend le plus souvent, c'est le CO2. Et sa concentration a fait que d'augmenter depuis les années 1850, depuis le début de l'ère industrielle, 50% en 170 ans. De plus en termes de concentration, ppm, partie par million. Alors il vient d'où ce CO2? Premièrement, la déforestation. Quand on déforeste, on coupe les arbres, on les brûle. C'est la façon la plus rapide, la plus efficace pour s'en séparer. Donc ça émet un paquet de CO2. Et puis la deuxième chose, de très loin, c'est notre utilisation des énergies fossiles. Vous voyez, qui ne fait que de s'accélérer depuis les années 1850, et depuis 1960, c'est absolument exponentiel. Alors ces énergies fossiles, s'il y a un chiffre que vous devez peut-être retenir, que vous connaissez peut-être aussi déjà, 80% de toutes les énergies qu'on utilise sur la planète sont à base fossile. Si vous avez compris notre addiction à ces énergies fossiles, vous avez compris la base du dérèglement climatique sur la Terre. Gaz, pétrole, charbon. Les trois énergies fossiles. Alors pourquoi on les utilise? Déjà pour se transporter, pour utiliser nos voitures. Donc secteur du transport, 15% de part d'émissions gaz à effet de serre dans le monde. 20% c'est pour utiliser des bâtiments. Donc là on parle de chauffage, on parle de refroidissement également, chauffage air, chauffage eau. Toute la partie alimentation, donc de la semence à l'assiette, toute la chaîne de valeur. Et puis on a regroupé et vulgarisé le reste dans un secteur qu'on appelle l'industrie à hauteur de 40%, qui peut notamment contenir le textile, ce qu'on va acheter en termes d'habillement, également l'électroménager, toute notre consommation également au sens large, la construction, et puis le digital, notre addiction de plus en plus au monde digital. Alors pour ça, on a une petite question, Sandra, tu peux y aller. À votre avis, quelle est la part du numérique dans les émissions mondiales? Est-ce qu'on serait sur 2,6%, 3,4%, 5,7% ou 8 à 10? 5,7, 5 à 7%, vous avez compris, bien sûr, et 8 à 10%. Alors, ça part vite, déjà 15 personnes, 21. Ouais, ça se suit entre 3 et 4 ou 5 et 7. Allez, 26 réponses. Yes, on a plus de personnes qui répondent, c'est top. Merci. C'est déjà très bien. Merci de participer. 5 à 7. Et la réponse est? Elle est plutôt sur du 3-4%. Okay, donc ça paraît peu. On dit, ah, en fait, ça va, c'est pas trop mal. On n'est pas si mal. Alors en fait, si. Le numérique, c'est le secteur numéro 1 qui augmente le plus en termes de part d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. On estime qu'en 2030, on pourrait arriver à 8% en termes de part d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le secteur à regarder. On vous conseille d'ailleurs là-dessus une fresque apprenante, là, une fresque qui s'appelle la fresque du numérique, qui vous permet justement de creuser sur ces ordres de grandeur, qu'est-ce qui compte vraiment en termes d'émissions dans nos vies de tous les jours, mais ici évidemment au niveau entreprise. Alors la suite, c'est la suivante. Sandra, tu peux poser la question sur l'avion. On a vu donc l'industrie, on va maintenant aller sur les transports, et donc plus particulièrement sur l'avion. À votre avis, combien de tonnes de CO2 équivalents sont émis lorsque moi, je décide d'aller me faire un petit week-end à New York? Donc je prends l'avion, et donc ma contribution sur les émissions de gaz à effet de serre, de combien sera-t-elle? Est-ce que c'est d'1 tonne, 2 tonnes, 0,5 tonnes ou 10 tonnes? Allez, quelles sont vos réponses? On va commencer à voir ça. Et on va voir les experts et les expertes. Là, ça, on voit qu'il y a une petite réponse qui se dégage. On va voir si c'est la bonne. On serait plutôt sur 2 tonnes. Paul? 10 tonnes. Alors là, 10 tonnes, vous êtes sur un jet privé de moyenne taille, à peu près. Ou là, alors vous êtes sur un avion de ligne qui est moins rempli. Parce que vraiment, l'hypothèse qu'on fait ici, c'est qu'on est sur un avion qui est, qui est rempli, quoi, qui est full. Okay. Alors, petite question, oui. Oui,
C'est pour une personne. Donc si vous avez un avion, un Airbus à 380, c'est combien de passagers là-dedans? 300, 400? 500? Bon, vous faites 500 fois 2. 500 fois 2, vous avez le résultat en termes de tonnes à peu près moyenne de la consommation de l'avion sur un panier Paris-New York. Alors la réponse, on a un petit temps pour les questions juste après, donc je propose que vous la gardiez bien en tête pour nous la poser dans 5 minutes. Alors la réponse, bien 2 tonnes, okay, par personne. Et alors on ne rappellera pas, peut-être, que 2 tonnes, c'est l'objectif qu'on a d'ici 2050, la fameuse neutralité carbone. Les 2 tonnes, c'est l'objectif par personne, par an, d'émissions carbone. Okay, et puis on verra par la suite avec Sandra qui vous demandera quelle est l'émission actuelle là, en 2020, 2023, quelles sont les émissions actuelles d'un Française moyen. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau monde, tous les terriens, on doit tomber à 2 tonnes. C'est l'équivalent d'un Paris-New York. Et en parlant de transport, 2 tonnes, c'est aussi la part de la voiture dans l'empreinte moyenne d'un Français. Et en fait, cette voiture, finalement, on va la prendre assez souvent. La plupart de nos déplacements, c'est pour aller où? C'est pour aller du travail au domicile ou inversement. Alors ça tombe bien, c'est notre rubrique suivante, l'habitat. Donc quand on est chez nous, qu'est-ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, donc dans notre vie quotidienne chez nous? Est-ce que c'est la climatisation, les appareils en veille, la lumière ou le chauffage? Allez. C'est parti. Et puis je vois que des personnes ont posé aussi des questions derrière tout ça. Donc continuez à breuver en termes de questions. On essaiera d'y répondre donc, dans le petit temps de pause du milieu. Et puis 19 participations sur cette réponse, c'est parfait. Ou le chauffage. Réponse? C'est parti. Je pense que c'est bon. Oui, 26 participants, super. Alors évidemment, c'est sans commune mesure avec le reste des gestes qui sont très importants aussi. Hein. La climatisation, les appareils en veille, la lumière, mais le chauffage de très très loin en termes d'ordre de grandeur parce qu'on chauffe principalement au gaz et au fioul en France et qu'on émet du coup du CO2 par cette manière. Le chauffage est le poste qui émet le plus sur le bâtiment. Donc bravo, majorité des réponses ici. Allez, c'est parti. On continue le voyage avec le secteur de l'alimentation, avec le secteur de l'agriculture, okay, qui finalement, quand on regarde toute la chaîne de valeur de l'agriculture et l'alimentation en plus général, les émissions CO2 sont assez faibles dans l'équation. Ce qui va plutôt pêcher, c'est d'autres gaz à effet de serre dont on va parler dans une petite minute. Alors il y a quand même des émissions de CO2, notamment parce que je vous disais en introduction qu'avec la déforestation induite, qui est principalement alliée aux surfaces dont on a besoin pour l'élevage, mais surtout pour créer créer la nourriture pour ces élevages, on va couper le bois et on va le brûler. Donc la déforestation va émettre du CO2, en plus de la mécanisation, évidemment, sur les sujets agricoles. Mais vraiment, le problème, là où il se situe, c'est sur les autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote. Alors le méthane, beaucoup par l'élevage, les ruminants, okay, c'est absolument énorme comme poids là-dedans. Le méthane, 28 fois plus réchauffant que le CO2. Et puis le protoxyde d'azote qui vient majoritairement des engrais azotés, qu'on épand de façon organique ou chimique, mais clairement de façon dominante chimique dans le monde. Et donc ça va créer du protoxyde d'azote qui est 265 fois plus réchauffant que le CO2. Et donc sur les vaches, on a une question pour vous. Et ça va être le moment de voir si on a des vrais experts dans la salle. On vous a pas fait une petite blague, mais ce sera pour la prochaine version. À votre avis, d'où vient le méthane émis par les vaches? Est-ce que c'est les rots, les paix ou les deux? Là, je compte sur vous. C'est très technique, extrêmement technique. Question primordiale. Et je pense que c'est au moins celle que vous retiendrez en repartant aujourd'hui. Alors ça, je peux vous dire, on l'a fait cette question avec tous les types de publics, c'est assez marrant. Normalement, les gens sont décontractés à partir de ce moment de la conférence. Effectivement, donc ça fume un peu de partout. Hein. Alors les rots, les paix, les deux. Bon, clairement, la majeure partie des réponses sont sur la bonne réponse. Bravo, c'est les deux. Mais attention, c'est 90% de rots. Okay, fermentation entérique.
90%, entre 80 et 90% à peu près d'euros. Cette fameuse fermentation entérique qui est vraiment propre aux ruminants seulement. C'est énormément de méthane émis. Très bien, et bien bravo. Alors on repart sur notre petit voyage. Et un petit récap sur les gaz à effet de serre. Les trois principaux, hein, CO2, méthane, protoxyde d'azote. Et donc CO2, on a commencé avec ça, avec les différentes activités humaines comme l'utilisation des bâtiments, industrie et transport, okay, qui vont donc rajouter des plumes à cette couette. Et donc finalement rajouter de la chaleur. Okay. Et puis ensuite, on a parlé du méthane, 28 fois plus réchauffant que le CO2. Et donc vous voyez, les plumes sont un peu plus grosses et on continue d'en racheter. Pas d'en racheter, excusez-moi, d'en rajouter. Et puis le dernier, le protoxyde d'azote lié aux engrais azotés, 265 fois plus réchauffant que le CO2. Tout ça, ça vient s'ajouter dans la couche à effet de serre et dans cette fameuse couette. Très bien, on prend un peu de recul sur ce dessin. Et maintenant, on va se poser la question de où va tout ce CO2 qu'on émet de façon additionnelle. Donc évidemment, il est dans l'atmosphère, mais ensuite, il va être capté par ce qu'on appelle des puits de carbone. Deux puits de carbone, végétation, océan. Et donc de façon naturelle, le CO2 part dans ces deux puits de carbone, est absorbé dans ces deux puits de carbone. Sauf que comme on en a de plus en plus de CO2 dans l'air, ben ce CO2 il va arriver en saturation dans ces deux puits de carbone. Et une des conséquences, notamment sur les océans, c'est la suivante, c'est que les eaux de surface vont devenir beaucoup plus acides, les planctons et les phytoplanctons vont notamment avoir du mal à faire leurs coquilles à cause de problèmes de calcification. Et comme ils sont à la base de la chaîne alimentaire dans les océans, vous allez avoir en fait un impact négatif sur toute la chaîne et sur toute la biodiversité marine. Okay. Alors on vous propose un petit récap, on arrive au milieu de la conférence, on a beaucoup parlé des causes de ce dérèglement climatique. Ce que je vous propose ici, c'est 3 points récapitulatifs. Première des choses, ce chiffre, je le citais au début, 80% de toutes les énergies qu'on utilise sur la planète sont à base fossile. Vous avez compris ça? Et notre addiction, vous avez compris la base du dérèglement climatique. La deuxième chose, c'est le différent découpage des activités humaines qui émettent du CO2. Petit scoop, vous voyez ici que c'est marqué 15% sur le transport au niveau mondial. En France, c'est 30%, 2 fois plus. Et puis le dernier point, 1,1 degré. C'est de ça que s'est réchauffée la planète depuis 1850, depuis le début de l'ère industrielle. On en est ici, on en est à 1,1 degré. Très bien, c'est le moment où avec Sandra on se passe la balle et c'est aussi le moment où on fait circuler un micro pour des questions éventuelles. Donc je prendrai 2-3 questions maximum avec Sandra et puis ensuite on passera à la suite de la conférence. Alors, qui veut pour une question ? Oui, bonjour. En fait, récemment, j'ai entendu une info, là, Engie, qui voulait changer un peu remplacer son gaz par des biogaz, des carburants bio, ou même la méthanisation. Et je me suis demandé, est-ce que, en fait, c'est encore une couche par rapport aux énergies fossiles classiques, ou c'est une blague, quoi. Enfin, est-ce que ça compte en plus ou c'est vraiment neutre? Est-ce que tu veux répondre? Il marche ici, peut-être là. Oh, super, magnifique. Alors là, on ne va pas rentrer en détail sur cette conférence sur les solutions qui valent plus que les autres, les fausses bonnes idées, les choses comme ça, mais la question était sur le biogaz, hein, c'est ça, si j'ai bien compris? Sur la méthanisation. On pense bio au départ, mais est-ce que ça s'accumule par rapport aux énergies fossiles, déforestation? Est-ce que c'est une couche en plus, quoi? Oui, tout à fait. Alors pas forcément, parce qu'il y a des façons de faire de la méthanisation et d'utiliser le biogaz de façon intelligente pour venir en remplacement des énergies fossiles et notamment du gaz pour le bâtiment, parce que là on parle de chauffage, hein, par exemple sur une ferme, on pourrait très bien, et ça existe, hein, on pourrait très bien imaginer un méthaniseur dont le gaz sert en local pour la ferme. Donc là, on utilise vraiment la valeur. Mais l'idée de base, en tout cas en termes de réduction et en termes d'impact de réduction sur tout le questionnement de nos usages, la première des choses, c'est comment on passe d'ici, en termes de consommation et d'utilisation, à ici. Comment on arrive à être
évidemment pas plus efficace, mais comment on arrive à questionner nos besoins pour utiliser moins, toujours. Ça, c'est la première étape. Et puis après, on peut optimiser. Effectivement, si on arrive à remplacer du gaz naturel par du biogaz, donc je dis vraiment remplacer et pas en addition, là, ça devient vertueux. Voilà. Après, sur les différentes solutions techniques, je ne m'avancerai pas, mais ça peut très bien avoir sa valeur dans des cas très particuliers. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci Clara. Bonjour. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse apportée? D'accord. Alors, principalement, le biogaz, donc le méthane, c'est synonyme, est produit à partir de déchets de la chaîne de l'industrie du monde agricole et de ce qu'on sort dans les stations d'épuration. Donc, première approche, c'est une énergie renouvelable. Une énergie renouvelable, donc, qui remplace une énergie qui ne l'est pas et qui, au bilan, ne met pas de CO2. Merci pour votre réponse. Super succincte en plus, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Ça a l'air d'être bon. Alors pour la petite histoire, tout à l'heure, c'est moi qui n'avais pas... ça marchait pas, je n'avais pas mis sur on, en fait, tout simplement. Donc c'est de ma faute. Merci hein, Laurent de nous avoir aidés. On va retourner sur notre illustration et on va continuer le voyage. Donc on a vu les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre et comment elles contribuaient à l'effet de serre additionnel. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, cet effet de serre additionnel, il va garder de plus en plus d'énergie, de plus en plus de chaleur. Et donc cette chaleur, elle va se retrouver dans l'atmosphère et donc elle va augmenter la température. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, sur la suite de cette conférence. On va aller s'intéresser aux impacts, aux conséquences de ce changement climatique sur l'ensemble de l'écosystème de la planète et donc sur nous par extension. Alors quand on parle d'augmentation de la chaleur, on l'a vu, on a déjà augmenté depuis le début de l'ère industrielle la température de 1,1 degré. Si on continuait sur cette courbe-là, que vous pouvez voir, cette courbe rouge, cette lancée sur laquelle on pourrait arriver à la fin du siècle à une augmentation de 5 degrés. Sachant que lors de la COP21 en 2015, les pays se sont mis d'accord pour essayer de limiter le réchauffement à la fin du siècle, bien en deçà de 2 degrés, et même idéalement à 1,5 degré. Donc on a augmenté de 1,1. L'objectif, ça serait de ne pas dépasser les 2 degrés et même d'être à 1,5. Et si on ne faisait rien, si on continuait comme on fait aujourd'hui, on pourrait aller jusqu'à 5 degrés. Donc pour mettre un petit peu en perspective tous ces chiffres, on va faire un voyage dans le temps. On va aller il y a 20 000 ans. 20 000 ans, c'est la dernière ère glaciaire, le Pléistocène. Pour vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe, tout le nord de l'Europe, c'est des glaciers. Si vous voyez le dessin animé L'âge de glace, c'est à peu près ça l'ambiance. Okay. Chez nous, plutôt du permafrost, donc des terres qui sont gelées en permanence. Il y a tellement de glace sur les continents que les océans sont 120 mètres plus bas. On peut aller à pied en Angleterre. Ça, à votre avis, alors on vous pose cette question. À votre avis, combien de degrés de différence entre ces deux ères? Okay, donc on vous rappelle à peu près moins 20 000 ans. Et puis le début de l'ère industrielle. Je vous rappelle qu'on parle toujours de 1850, parce que c'est le début de l'ère industrielle. C'est au moment où on a commencé à utiliser et à brûler ces énergies fossiles. Donc à votre avis, combien de degrés de différence entre ces deux grandes périodes de notre histoire? Il y avait des humains, à peu près 100 000 habitants à l'époque, estimés en Europe. Donc ça marchait. Hein. Je ne dis pas qu'il faudrait que ce soit comme ça, mais
Très bien. Alors, et c'est parti. Combien de réponses? Déjà 22 réponses. Allez, 5%, pardon, 5 degrés, 3 degrés. On est en train de se battre. Quelqu'un doit trancher. 3 degrés, ok? Oh, ça repart. Ah, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Quelqu'un doit répondre, s'il vous plaît. Allez, Allez. tout le monde. Allez. Il faut trancher. 3, 5. Bon, ben, on va devoir trancher nous. Yes. Ah Yes. Eh ben, je te laisse donner la bonne réponse. Il faut que tu appuies toi. Sur la bonne réponse, c'est 5 degrés. Alors, déjà, on voit que vous aviez bien compris qu'effectivement, on parle de température climatique. Et les températures climatiques, finalement, à quelques degrés, ça change énormément. Et donc, en fait, on a mis 10 000 ans à prendre ces 5 degrés. En fait, les phénomènes naturels qui font évoluer les températures sur le climat, sur la planète, c'est 10 000 ans d'évolution pour prendre ces 5 degrés. Nous, aujourd'hui, depuis 1850, on a déjà pris 1,1 degré, donc en 170 ans à peu près. Si on allait à la fin du siècle à 5 degrés, on l'aurait fait en 250 ans. Donc 5 degrés en 10 000 ans, ou 5 degrés en 250 ans. Vous imaginez bien que pour les écosystèmes, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est ce qu'on va aller explorer ensemble, ces conséquences. Et lorsqu'on parle de hausse de la température, il y a probablement une conséquence qui vous vient tout de suite à l'esprit, ce sont les canicules. Il y a les incendies aussi. Il y en a peut-être d'autres qui sont moins évidentes, comme la hausse de la température de l'eau, la fonte des glaces, les impacts sur la biodiversité. Alors justement, sur les fontes des glaces, il y a 3 types de glaces qui sont impactés sur la planète. On a la banquise, on a les glaciers et on a les calottes glaciaires. J'ai à nouveau une question pour vous. En tout cas, Paul va vous la poser. Allez, c'est parti. À votre avis, quels sont les 2 types de glaces qui font monter le niveau de l'eau? Alors, je commencerai par les glaçons du Ricard. En plus, vous allez voir, là, si quelqu'un prend cette réponse, l'histogramme est jaune. Et voilà, vous voyez. Vous pouvez mettre les glaçons dans la petite barre jaune. Donc, vous avez le droit à 2 réponses. Il y a 2 bonnes réponses sur cette question. Allez, 18 personnes, c'est parfait. Les calottes glaciaires, la banquise ou les glaciers, qu'est-ce qui fait monter le niveau des eaux? Et le glaçon du Ricard, évidemment. Alors, c'est parti, 23 réponses. 23 réponses. Sandra, tu me dis quand tu souhaites que je donne la bonne réponse. Est-ce qu'il y a un 24e qui veut se prononcer? 25e? Le compte est bon? On lance? Alors, la bonne réponse, c'est les calottes glaciaires et les glaciers. Alors, c'est quoi la différence avec la banquise? La banquise, en fait, sont des glaces qui sont déjà dans l'eau, un peu comme notre glaçon du pastis. Et donc, en fait, lorsqu'elles fondent, finalement, elles sont déjà présentes, le volume est déjà présent dans les océans. Alors que les calottes glaciaires et les glaciers sont des glaces qui sont sur les terres. Et donc, elles, lorsqu'elles fondent, elles viennent se rajouter au volume océanique. Et donc, tout ça, ça va faire augmenter le niveau des océans. C'est déjà en cours. Et on pourrait aller même jusqu'à 1 mètre, dans le scénario le plus extrême, jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle. 1 mètre, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est une région comme Dunkerque qui est sous l'eau, en France. Donc la montée des eaux, on a vu les glaces terrestres, calottes glaciaires, glaciers font monter les eaux. Il y a un autre phénomène qui va faire monter les eaux, c'est la hausse de la température de l'eau. En fait, l'eau se réchauffe aussi. Ça a un impact sur la biodiversité marine, mais ça a aussi un autre effet, c'est qu'en fait, l'eau plus chaude, elle se dilate. Donc en fait, elle gagne en volume, et donc elle gagne sur les terres. Un autre phénomène de cette augmentation de la chaleur, vous en doutez sans doute, l'impact sur la biodiversité. Donc que ce soit la faune, la flore, ça veut dire des espèces qui peuvent mourir, ça veut dire des espèces qui peuvent se déplacer, ou même dans des cas plus rares, des espèces qui peuvent proliférer. Et donc nous, avec l'augmentation de la température qu'on crée actuellement, on est en train de venir perturber tout ça. Ce n'est pas la première raison, le changement climatique, mais c'est une raison qui va grandement y contribuer plus on augmentera en température. Vous pouvez déjà penser par exemple au moustique tigre. Le moustique tigre aujourd'hui, il est implanté quasiment partout en France. On a d'ailleurs eu l'année dernière des cas de dengue en métropole à cause de ce moustique tigre. Hausse de la température, de l'air, de l'eau,
Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus d'évaporation. L'évaporation, si vous vous rappelez de vos cours, d'il y a très longtemps, probablement, pour moi et beaucoup d'entre nous, j'imagine, c'est le cycle de l'eau. Et en fait, on va venir perturber ce cycle de l'eau. Et en perturbant ce cycle de l'eau, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir par endroits des pluies qui vont être plus rares. À d'autres, des pluies qui vont être plus abondantes, qui vont tomber tout d'un coup, on va avoir en quelques jours, en quelques heures, un mois de pluie qui va tomber. Et ça, du coup, ça va avoir un impact sur notre environnement. Donc on a vu, pluie plus rare, sécheresse, pluie plus abondante, des crues. On a aussi un autre phénomène, c'est l'intensification des cyclones. En fait, le changement climatique, ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter, intensifier des phénomènes qui étaient déjà là, mais qui vont se répéter de façon plus souvent, plus rapide et de façon plus forte. Enfin, il y a un dernier phénomène, les glaciers, on en a parlé. Les glaciers, il faut voir, c'est un peu comme nos châteaux d'eau de la planète. En fait, c'est un système qui est plutôt bien fait. L'hiver, on a de l'eau en abondance, donc les glaciers stockent l'eau. Et l'été, lorsqu'on en a besoin, en fait, ils viennent fondre et réalimenter nos cours d'eau. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on sait qu'on a condamné certains glaciers. On ne les sauvera pas. Et plus on va prendre en degrés, chaque 10e de degré en plus, c'est des glaciers en plus qui peuvent disparaître. Et donc, des problèmes sur les ressources en eau douce. Ressources en eau douce, temps plus chaud, événements plus extrêmes, forcément, vous vous doutez bien, ça va venir impacter nos rendements agricoles. Et les rendements agricoles, on a pu le voir par le passé, lorsqu'il y a des problèmes d'alimentation dans des pays, souvent c'est une source de conflit. Aujourd'hui, le GIEC estime qu'il y a 3,3 à 3,6 milliards d'humains qui sont déjà vulnérables au changement climatique. Donc en fait, aujourd'hui, maintenant, dès à présent, c'est quasiment la moitié de la population qui est déjà vulnérable au changement climatique. On va reprendre un petit peu de hauteur sur tout ça. On vient de voir ensemble le mécanisme du changement climatique, les conséquences que ça a. C'est un constat qui est déjà assez lourd. Mais il y a un autre phénomène dont j'aimerais vous parler, c'est cet effet d'emballement. Et plus particulièrement, le permafrost. Donc le permafrost, je vous l'ai cité tout à l'heure lorsqu'on parlait du Pléistocène. Ce sont ces terres qui sont gelées en permanence. Aujourd'hui, le permafrost, c'est encore c'est 20% de nos terres qui sont du permafrost. Donc des terres gelées en permanence, c'est la Sibérie, l'Alaska par exemple. Et en fait, ces terres, elles sont gelées depuis des milliers d'années, donc elles renferment énormément de matière organique. Et le problème en fondant, c'est qu'en fait, elles risquent de relâcher de grandes quantités de méthane. Et le méthane, si vous vous souvenez de tout à l'heure, de nos petites vaches, et de leur eau, c'est un gaz qui est très réchauffant. Donc ce méthane, qui serait relâché par le permafrost, viendrait contribuer à l'effet de serre additionnel. Donc là, vous voyez, en fait, on a ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, en fait, une conséquence du changement climatique qui vient elle-même alimenter la machine du changement climatique. Et c'est là où, en fait, cet objectif de ne pas dépasser les 2 degrés, il a toute son importance, parce qu'en fait, au-delà des 2 degrés, on rend très instable ces phénomènes, et donc on risque d'avoir un emballement de la machine climatique. Et alors la question qui se pose à ce moment-là, c'est combien de temps on a? Combien on a de temps pour éviter que la bombe climatique, notamment le permafrost, s'emballe? Et pour ça, on introduit le concept de budget carbone. Donc là, pour faire une simplification et une vulgarisation, il faut imaginer l'atmosphère comme une grande bassine qui contient à la base déjà un paquet de gaz à effet de serre, mais que nous, on vient renforcer et qu'on vient remplir avec d'autres gaz à effet de serre additionnels comme on a vu avant. Cette bassine, elle se vide, il faut imaginer un vidoir, mais très très fin. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on est en train d'émettre dans cette bassine, il reste. Parce que les gaz à effet de serre, oui, à un certain moment, vont disparaître de l'atmosphère, mais leur durée de vie, en fait, se compte notamment pour le CO2 en 10 000 ans, en moyenne. Et donc, à notre échelle de temps, nous, humains, il faut imaginer cette bassine ou cette durée de vie de gaz à effet de serre comme stable, comme constante. Donc, on vient rajouter dans cette bassine ou dans cette baignoire du CO2 en permanence. Okay ? Et puis, il y a une limite, évidemment, avant que ça déborde. Jusqu'à maintenant, on a rempli à hauteur de 2400 milliards de tonnes de CO2
dans cette bassine. On est presque en haut de cette bassine ou de cette baignoire. Okay. Et ce que le GIEC nous explique, c'est que il nous reste approximativement seulement 400 milliards de tonnes à mettre dans cette bassine avant que ça déborde. Okay. Actuellement, dans le monde, on estime qu'on émet à peu près 50 milliards de tonnes par an de CO2 équivalent. Okay. Donc je vous laisse faire le calcul. 400 divisé par 50, on a 8 ans. On a 8 ans avant que cette bassine elle déborde. Pour, et c'est ça l'objectif qui vous est rappelé ici, pour espérer rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement. Alors on passe à la suite. C'est une phase très importante de la conférence où on va vous faire réfléchir, c'est un petit moment d'introspection, réfléchir sur vos sentiments, vos émotions, vos ressentis vis-à-vis de cette crise climatique au général, vis-à-vis aussi de ce qu'on vient de vous faire découvrir ou redécouvrir. Est-ce que c'est de la colère qui monte? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de l'optimisme? Parce que vous avez peut-être déjà des actions, des initiatives que vous connaissez, qui vous mettent en confiance, qui vous rendent optimiste en termes de transition. Donc allez-y, c'est anonyme, et puis les mots s'affichent à l'écran. Alors on marque le silence, c'est volontaire, et on vous laisse encore une petite minute. Très bien, donc déjà 37 réponses. 18 participants. Très bien. Donc le mot principal ici, angoisse, les mots principaux, angoisse, colère, anxiété. Très bien. Défaitisme, espoir. Un petit peu d'optimisme aussi, un peu de stress, d'accord. On ne parle pas souvent de nos émotions. C'est une chose, en tout cas, je fais un petit peu une généralité ici, mais c'est vrai que c'est, en tout cas pour moi, c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à livrer. Sur tous les sujets, et encore plus sur les sujets du dérèglement climatique. La question que j'ai pour vous, et donc là on va faire à main levée en mode popcorn, ceux qui veulent répondre, à votre avis, pourquoi il est important de parler de ses ressentis, de ses émotions, sur des sujets aussi importants que le dérèglement climatique? Pourquoi c'est important d'en parler avec ses proches, en famille, au boulot, à la machine à café, dans son association, aux univers shiftés? Pourquoi c'est important? Alors allez-y, levez la main, il n'y aura pas de mauvaise réponse, je suis sûr. Parce qu'on obéit d'abord à nos émotions avant d'obéir à notre raison. Très bien. Merci. Nos émotions créent de l'énergie et cette énergie, on peut la consacrer à communiquer, à partager, à entraîner du coup et à mobiliser. Très bien, merci. Entraîner tout le monde vers l'action, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont résignés en fait. Très bien. Oui, je pense aussi que ça permet d'engager la discussion, voire le débat, parce que tout le monde ne peut ne pas avoir le même avis, et si on est armé pour répondre, je pense qu'on progresse collectivement. Très bien, merci. Une autre suggestion? Oui, parce qu'on a besoin d'écouter les émotions des autres pour y répondre et pas créer des blocages qui vont en fait empirer les choses. Alors très bien, merci pour toutes les participations. Effectivement, vous avez cité les trois grands piliers effectivement, que j'aimerais amener ici. Première des choses,
Ben, ça permet aussi de vider son sac. Okay, c'est des sujets qui sont durs. C'est des sujets qui peuvent clairement être un petit peu anxiogènes. Donc ça permet de mettre sur la table ce qu'on pense et puis d'un côté commencer à aller de l'avant. Surtout quand vous êtes dans des discussions de groupe, dans des ateliers de différentes fresques qui vous sont d'ailleurs proposées aussi aux universités ce week-end. La deuxième chose, c'est que ça peut permettre de créer du lien et se rendre compte qu'il y a des personnes, comme vous l'avez dit, qui pensent comme vous ou qui ne pensent pas comme vous, mais à un niveau émotionnel très important, à un niveau émotionnel. Et donc, de se rapprocher de personnes et se rendre compte qu'on peut créer des collectifs, on peut créer des phénomènes de masse, et puis que, évidemment, à plusieurs, on est plus fort. Okay, donc encore dans tous les cercles. Et puis le dernier, c'est que la racine latine du mot émotion, vous la connaissez peut-être, émovere, en anglais emotion, c'est la mise en mouvement. Et donc là, plusieurs personnes en ont parlé ici. Les émotions sont un prérequis à la mise en mouvement dans un paquet de cas. Je vous donne l'exemple de si vous rentrez le soir chez vous en ville, 2h du matin, rue Noire, vous ne vous sentez pas très, très en sécurité, vous allez être sur vos gardes, vous rentrez chez vous, un peu de peur, un peu d'anxiété, c'est ça qui va vous faire agir, c'est ça qui va vous faire changer de trottoir, c'est ça qui va vous faire fuir, c'est ça qui va vous faire agir. Okay, avec le dérèglement climatique et ces sujets parfois un peu durs, eh ben c'est la même chose. Le ressenti, les émotions vont permettre de se mettre en mouvement, créer de l'énergie et aller vers l'action. Okay, alors pour parler d'action, justement, je voulais vous montrer cette slide en premier, qui permet de clôturer notre constat cause et conséquences, et notamment le budget carbone dont je vous parlais, la bassine et la baignoire qui va bientôt déborder. Chaque mois compte. Donc ici c'est année, mais c'est vraiment finalement des mois. Chaque mois compte dans la transition. Chaque dixième de degré est en train de compter en termes de réchauffement. Et donc finalement chaque choix et chaque action va compter. Okay. Alors maintenant, passons sur les actions. Très bien, c'était à moi, parfait. Merci Sandra. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, nous, individuels? Comment on va y arriver? Vu l'ampleur de la transition, comment on va faire? Alors il y a des études, il y a des cabinets, notamment Carbon 4 en France, mais d'autres à l'étranger, au UK et ailleurs, qui se sont posé la question de nous individuellement, si on fait des efforts, si on est des héros, de combien de pourcents je peux réussir à réduire finalement l'empreinte nationale et ici l'empreinte de la France. Okay, et on se rend compte qu'on peut le faire à hauteur de 25% si nous on fait des gestes, et même si on est héroïque dans nos gestes, on va manger moins de viande rouge, enfin beaucoup moins de viande rouge, on va changer notre mobilité si on peut, on va isoler son logement encore une fois si on peut, si on a les finances, et ben on peut aller jusqu'à 40%, de 25 à 40%. Et là vous allez me dire, en fait c'est pas suffisant, on n'y arrivera pas. Sinon, si on est absolument exemplaire. Okay, mais d'un côté, vous avez raison, mais c'est surtout qu'en fait, le message derrière, c'est que c'est absolument nécessaire que nous, individus, on passe par là. D'une, parce que ça va évidemment aider le bilan carbone de la France, mais surtout que derrière, on va déclencher des effets d'influence. Parce que les 75% que vous voyez à droite, dont Sandra va vous parler dans quelques petites minutes, gouvernement, entreprise, collectivités, et puis les associations également, sont composés de ces mêmes individus, à tous les étages. Quand on parle du gouvernement, on ne parle pas de tout en haut uniquement. Okay, et donc, le message vraiment principal, c'est que nos gestes, nous individuels, ne seront pas suffisants si ça reste comme ça, mais ils sont absolument nécessaires pour engager et influencer les 75% qui restent. Alors, on a une petite question pour vous. À votre avis, Sandra, je te laisse poser la question. À votre avis, quels sont les 3 éco-gestes qui ont le plus d'impact en termes de réduction des émissions? Donc là, on parle bien de façon globale, pas à une échelle individuelle, puisque ça variera pour chacun d'entre vous. Mais de façon générale, quels seraient les 3 éco-gestes qui auraient le plus d'impact? Est-ce que c'est manger moins de viande rouge, des produits laitiers? Est-ce que c'est acheter occasion au lieu de neuf? Installer des ampoules LED? Placer son épargne sur des produits financiers bas carbone? Baisser son chauffage de 1 degré? Remplacer l'avion par le train ou privilégier le covoiturage ou transport en commun ou vélo pour ses déplacements. Allez, je vous laisse répondre. Je vois qu'il y a déjà 11 personnes qui ont participé, ça monte. Alors c'est une question qui est assez complexe.
Mais déjà, ça va vous permettre d'avoir quelques ordres de grandeur qu'on va vous détailler juste après. Alors super. Waouh, privilégier le covoiturage, remplacer l'avion. Alors les LED, pas trop fan des LED là? C'est bien les LED quand même. Tout est bien. Mais tout n'a pas la même force de réduction. Acheter occasion, manger moins de viande. Je pense qu'on est pas mal. On est va bon, combien de regarder les réponses? résultats. 27, c'est bon. Allez, c'est parti. Manger moins de viande rouge, absolument énorme. Donc on a tous des régimes différents, on part tous d'une situation différente sur ces sujets-là, mais clairement en termes de viande rouge, hein, rappelez-vous, fermentation entérique des ruminants. Si vous mangez beaucoup de viande rouge actuellement, vous avez des leviers de réduction absolument énormes, de division par 2 ou par 3 en fonction de ce que vous mangez. Et puis en termes d'émissions, toutes les viandes ne se valent pas non plus. Okay. Très bien, la deuxième, remplacer l'avion par le train. Alors là, pour les personnes qui prennent l'avion, attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter l'avion, hein, forcément. Il y a des personnes qui doivent prendre l'avion pour des raisons familiales, par exemple, avec de la famille à l'autre bout du monde, mais que clairement, pour les personnes qui le prennent beaucoup, une réduction sur ce poste-là peut être absolument, évidemment, énorme. Surtout qu'avec l'électricité en France et le TGV et puis d'autres types de trains, on a une énergie qui est assez décarbonée, voire très décarboné. Et puis la partie covoiturage sur la mobilité, un des postes principaux en France, le transport, et bien là vous avez aussi des leviers d'action énormes. Ça ne veut pas dire que les autres ne servent à rien, au contraire. Okay, parce que les 3 premiers postes, ça se trouve, vous avez déjà bossé sur ceci. Les autres sont très importants, mais c'est sans commune mesure en termes de poids. Voilà, et puis on détaillera ça un petit peu plus par la suite. Très bien, on peut passer à la suite. Alors, ce graphe, il ne doit pas être inconnu à un paquet de personnes ici dans la salle. C'est un graphe de Carbone 4 qui présente le découpage des différents postes d'émission d'un Française moyen. Okay. Donc là-dessus, peut-être qu'on ne vous rappellera pas que le poste principal, c'est le transport, et de très 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 loin la voiture personnelle. On ne vous rappellera pas non plus que sur le logement, un des leviers d'action énormes, c'est sur l'énergie qui est utilisée pour le chauffage de l'air et de l'eau, parce que principalement on se chauffe au gaz et au fioul en France. Et puis on vient d'en parler sur la viande rouge. Voilà, on a des leviers à notre portée tout de suite maintenant qui permettent de faire réduire les émissions drastiquement. Et puis je veux vraiment insister là-dessus, on part tous d'une situation différente, un régime alimentaire différent. On habite dans des villes ou dans des régions différentes de France ou d'ailleurs. On a tous des boulots et toutes des boulots différents. Donc on a des leviers d'action qui diffèrent entre les personnes. Il faut qu'on se serve de ça et utiliser la complémentarité. On n'a pas besoin d'être demain absolument exemplaire sur tous les postes. Okay. Par contre, on doit arriver à l'objectif qui est marqué ici, environ, cet objectif des 2 tonnes de la neutralité carbone d'ici 2050. Donc il faut qu'on passe de 10 tonnes, parce que c'est ça l'empreinte carbone française moyenne, à 2 tonnes en 27 ans. Et si je vous donne un objectif un peu plus intermédiaire, si on parle de 2030, il faudrait qu'on soit à peu près à 5-6 tonnes, donc il faudrait qu'on divise par 2. On parle bien de moyenne. Donc je la refais. On est en 2023, on est à peu près à 10 tonnes. En 2030, il faudrait qu'on soit à 5 tonnes. Et en 2050, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes. Bon courage, mais c'est possible. Première des choses, si vous n'avez pas eu la chance de le faire encore, 2 outils ici à votre portée. Un qui n'est pas listé ici, MyCO2, permet de faire votre bilan carbone personnel. Regardez où vous en êtes. Et finalement, le chiffre, votre bilan carbone, c'est intéressant pour vous, mais on s'en fout de celui du copain en fait. Le chiffre, l'idée c'est pas de se comparer entre copains et copines ici. L'idée c'est d'engager la transition et d'essayer d'aller vers une trajectoire de réduction drastique sur les années qui arrivent. Nos gestes climat également est un outil basé sur l'ADEME qui vous permet de mesurer votre bilan carbone en 15 minutes avec vos modes de vie, avec vos habitudes, et puis surtout il vous donne des pistes d'action derrière à engager dans votre vie de tous les jours. Donc 2 super outils, MyCO2 et également nos gestes climat de l'ADEME. Et je terminerai là-dessus sur la partie personnelle, sur la partie individuelle. Les co-bénéfices. La transition, ce n'est pas forcément une contrainte.
Covid, on a réduit nos émissions, effectivement, de 5% à peu près d'un point de vue mondial, mais c'était sous la contrainte. On ne veut pas ça. Réduire et engager dans la transition, ce n'est pas forcément des contraintes, et ça peut être synonyme de bonheur, synonyme aussi d'être plus épanoui, synonyme d'économie sur son portefeuille, avec quelques exemples que je vais vous citer ici. Le covoiturage, une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, avec des collègues, si vous le pouvez, évidemment. Ça permet de rencontrer ses collègues, de discuter, de créer du lien social. Autant actuellement beaucoup de télétravail, là, ça pourrait permettre de recréer du lien avec ses collègues. Donc vous voyez un bénéfice, aller en vélo au boulot, si on peut, si les infrastructures sont là, mais c'est un peu de sport dans la semaine. Et puis là, l'exemple du numérique là-haut, avec aussi le textile, hein, acheter, reconditionné, local, bio et de saison, permettrait aussi parfois, alors pour le bio, pas tout le temps, de faire des petites économies sur ce portefeuille. Donc vous voyez, il y a des co-bénéfices à la transition, et là j'en ai cité quelques-uns seulement, mais il y en a une multitude. Allez, c'est parti, Sandra, je te passe le micro pour la suite. Donc on s'est intéressé à l'individuel. Maintenant, on va parler des 75% là, parce que sans cela, on n'y arrivera pas. Donc ces 75%, on peut se dire, nous, à notre échelle, finalement, on n'a pas trop de poids, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourtant, moi, j'ai envie de vous dire de mettre votre cape de super-héros ou de super-héroïne. Parce qu'en fait, vous êtes un individu, mais vous êtes aussi un consommateur, une consommatrice. Donc en fonction de comment vous dépensez votre argent, vous envoyez des signaux aux entreprises. Vous êtes aussi un citoyen, une citoyenne. Donc vous pouvez effectivement voter pour choisir nos élus, mais il y a aussi plein d'autres façons. Il y a plein de villes qui ont des budgets participatifs, par exemple. Vous, en tant que citoyen, vous allez pouvoir décider quels projets dans la ville vont être financés. Vous pouvez aller à une réunion d'information au sein de votre mairie. Vous pouvez écrire à vos élus, les interpeller sur les réseaux sociaux. Donc ça, vous avez plein de leviers à votre échelle qui existent. N'hésitez pas à aller voir sur le site de votre mairie, par exemple, pour voir ce qui est possible. Vous êtes aussi un influenceur, une influenceuse. Alors si vous êtes super à l'aise sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire foncez, allez-y, prêchez la bonne parole, en quelque sorte. Mais il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez par exemple parler du dernier super voyage en train que vous avez fait, et puis ça inspirera peut-être votre famille, vos amis. Vous pouvez partager votre super recette végétarienne, parce qu'en fait, arrêter la viande, c'est finalement pas si simple, souvent parce que juste, on ne sait pas comment cuisiner derrière. Donc tout ça, vous pouvez parler de tous les petits gestes, montrer en fait, incarner cette transition, montrer que vous êtes heureux, heureuse dans la transition, montrer qu'il y a des choses assez simples que vous pouvez faire et qui vous apportent de la joie. Et bien ça peut influencer les personnes autour de vous. Et puis enfin, vous êtes aussi probablement peut-être salarié dans une entreprise, vous êtes peut-être même patron, vous avez un job de freelance. Et donc dans tout ça, vous êtes en interaction avec tout un écosystème professionnel. Et bien ça, vous pouvez aussi incarner ce changement, montrer des solutions, parler des solutions qui existent, proposer. Souvent, en interne, on se sent un peu limité, mais en fait, on peut aller proposer des solutions. On peut se porter avec d'autres collègues pour mettre en place des choses au sein de son entreprise. Donc voilà, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Du coup, ça tient aussi à nous de prendre en main tout ça et de se lancer. On approche de la fin de cette conférence, de ce pitch climat. Alors, il faut bien avoir en tête que le pitch climat, c'est juste un premier pas. Là, on vous a donné quelques clés pour comprendre ce que c'est que le changement climatique. Mais maintenant, j'espère que ça vous a donné envie d'aller continuer à creuser ce sujet, continuer à vous informer, continuer à essayer de comprendre tout ce sujet qui est quasiment abyssal du changement climatique, sachant qu'en plus, il y a d'autres limites planétaires. Le changement climatique, c'en est qu'une. Et il y a aussi en plus tous les impacts derrière, les impacts sociaux, les impacts économiques, les impacts, les questions d'éthique, les questions philosophiques. Donc c'est un vaste sujet. Et pourtant, en fait, c'est aussi ce qui est passionnant. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand on commence à s'intéresser à un sujet, en fait, on a envie d'aller toujours plus loin. On a envie de découvrir plus de choses. On a envie de creuser, on a envie de tester des choses. Et en fait, c'est assez passionnant, finalement, de se lancer dans ce parcours-là. Et donc, je vous invite vraiment à continuer sur le chemin suite à ce pitch. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a plein de super outils qui sont créés aujourd'hui. On a des fresques, on a des lieux de rencontre, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des jeux, tout ça. Et en plus, on a des rendez-vous comme aujourd'hui, comme ces univers shiftés.
Vous avez fait déjà le premier bon pas pour entrer dans cette connaissance. Donc profitez de toute cette programmation qui est riche. Et en plus, ce qui est assez cool, c'est que ça peut être un parcours qui est ludique, qui est convivial. Donc c'est aussi des bons moments d'échange. Donc allez-y, continuez sur le chemin. Mais quand on parle de chemin, néanmoins, il y a, grâce à l'abondance des énergies fossiles, en fait, on a pris plein d'habitudes. Il va quand même falloir les questionner, ces habitudes. Remettre un petit peu en cause tous ces fonctionnements qu'on a l'habitude de faire pour pouvoir imaginer ce monde où on irait vers un 2 tonnes d'émissions par personne à l'horizon 2050. Et donc, on vous parle souvent du monde d'après. Nous, on a envie de vous parler d'un autre monde. C'est celui d'à côté. C'est celui qui est déjà là, en fait. Ce monde qui est déjà là, qui est déjà en train de fleurir, de germer un peu partout. C'est des initiatives à droite, à gauche, des gens qui portent des projets. Vous en êtes faites peut-être avoir des projets, mais en fait, finalement, nous tous, ne serait-ce que d'être là, on est déjà ce monde d'à côté. On est déjà ce monde d'à côté qui est en train de bouger, un peu silencieusement, mais néanmoins, qui est là. On est peut-être 2000 aujourd'hui à être présents aux universités, un peu partout en France, un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ces sujets, qui commencent à changer leurs habitudes. Et puis demain, on sera un petit peu plus nombreux. Puis demain, on sera encore un petit peu plus nombreux. Et du coup, j'ai envie de vous laisser avec cette conclusion, cette phrase de Margaret Mead, anthropologue, qui a dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe puisse changer le monde, car à vrai dire, c'est toujours comme ça que le monde a changé. » Merci pour votre attention. On arrive à la fin de cette conférence et on va vous proposer, si vous avez des questions, d'y répondre. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, micro. Oui, vous parliez tout à l'heure de partager nos émotions et puis après d'être les influenceurs aussi de notre environnement, essayer de convaincre les gens. Moi, je suis face à un mur. Il y a le mur qu'on va se prendre là tous à pleine balle, mais il y a le mur des gens qui m'entourent et honnêtement, je suis à court d'arguments, même si je rappelle les chiffres, parce que c'est pas un avis, c'est pas mon avis, ce sont des faits et je pense que les faits on peut pas les ignorer. Et bien pourtant, les gens arrivent à les ignorer. Et quand je parle des gens de mon environnement proche, je parle de mes parents, qui sont des gens extrêmement intelligents et très cultivés et très renseignés. Je parle de mes collègues, qui sont des gens aussi extrêmement cultivés et renseignés, qui font du greenwashing au boulot. Ils s'en contentent et ils prennent l'avion 2 fois dans l'année pour aller aux Seychelles, pour aller en Thaïlande, et ça pose aucun problème. Et moi, j'arrive à une limite. Je suis éco-anxieuse plus. Et honnêtement, je ne sais pas comment influer de manière positive sur mon entourage pour qu'ils arrivent à prendre ce chemin et à changer. Je ne sais pas si vous avez des conseils, du coup, c'est ça ma question. Pardon, j'ai été super longue. C'est un sujet auquel comme on disait, on anime aussi d'autres ateliers de sensibilisation et c'est un sujet auquel on est souvent confronté. On se pose pas mal la question là-dessus. Il y a un conseil, en tout cas, qu'on m'a donné, qui est important, c'est de dire, en fait, notre énergie, elle est limitée, donc il faut la concentrer sur ceux qui sont prêts à changer, ceux qui sont déjà en questionnement, ceux qui sont à cette limite de changement, parce qu'on ne va pas pouvoir faire changer tout le monde d'un coup, mais déjà, il y a des gens qui sont prêts, et donc d'accompagner ces gens-là, de discuter avec ces gens-là, ça fait petit à petit grossir le volume, et plus le volume grossit, plus l'effet d'influence grossit, et plus on a de chances d'embarquer la totalité de la population. Et si j'ai un autre conseil, c'est de rejoindre, que ce soit une asso, que ce soit un groupe, trouver un peu son écosystème de gens engagés, parce que ça fait du bien, parfois, d'être juste avec des gens qui comprennent et de souffler un peu. Très bien. Et si je peux rajouter là-dessus, effectivement, ce que vous avez présenté juste avant ici, ça, c'est la famille, en fait. Et en fait, vous avez des ateliers ici qui permettent d'aller dans la profondeur de certains sujets niches. Okay, ça peut être rassurant si vous êtes passionné par les sujets de transition agricole ou alimentaire ou sur la mobilité. Donc vous avez des experts là-dedans. Vous avez des ateliers évidemment sur le climat avec des gens absolument brillants qui animent. Voilà, je vais donner un chiffre sur le pitch climat. On est maintenant déjà à peu près une petite quarantaine à essaimer ce genre de message. Vous avez vu, d'introduction vraiment
de prise de conscience, c'est la petite première brique. On est déjà 40. À la fresque du climat, ils sont 42 000. 42 000 personnes. 50 000. 50 000 personnes. 50 000 personnes, c'est pas anodin. C'est des gens qui ont participé à un atelier et qui se sont dit, ah mais moi je peux apporter ma brique, quoi. Il y a vraiment en France des choses qui bougent sur la prise de conscience. On n'est pas à la hauteur en France, clairement, sur les trajectoires, sur là où on doit être en fait d'ici 2100. Mais il y en a plein, un paquet de pays aussi qui sont comme ça. Mais ce qu'on voit, et moi je le vois vraiment tous les jours, ça bouge énormément. En France, la prise de conscience, oui, c'est passé, mais c'est déjà énorme. En fait, l'essaimage est énorme. Les univers shiftés, des choses comme ça, c'est absolument énorme. C'est en train de faire bouger, et c'est une lame de fond absolument énorme. Et on le voit, la fresque du climat, bientôt le pitch climat peut-être, d'un atelier qui s'appelle également 2 tonnes, le font devant le gouvernement actuellement. Ces sujets sont amenés devant le gouvernement. Les cabinets des ministres y sont passés, les ministres y sont passés. Mardi prochain, moi j'y suis pour notamment les caisses de retraite. Voilà, au niveau, tous les directeurs de caisses, voilà, ils y passent. C'est inédit. Il faut se dire qu'on avance dans la bonne direction. Oui, pas assez vite. Entourez-vous, le collectif. On parle des émotions, on parle évidemment du fond, mais on parle des émotions. Connectez-vous avec des personnes, je pense à un conseil effectivement, qui sont à peu près sur la même longueur d'onde pour vous ramener cette énergie que Sandra vous disait. Pour te répondre aussi, là, je viens de découvrir Tu flippes. Je crois que c'est On est prêt ou ça commence par moi. Enfin, je sais plus. C'est une newsletter que tu reçois pendant 15 jours et on te donne des pistes d'action. Et surtout, en fait, tu as des temps vidéo ou quoi avec d'autres personnes qui sont comme toi et qui se confrontent à des murs. Et rien que d'échanger ensemble, ça fait vraiment du bien. Il y a plein de pistes superbes. Et j'en profite parce que j'avais aussi une émotion. En fait, je trouvais qu'on pouvait apporter une autre nuance au discours, enfin, moins de nuances en fait, quand tu parles de... on peut y aller, on peut faire du covoiturage, on peut prendre l'avion. En fait, quand on fait par exemple inventons nos vies bas carbone, ça calcule notre empreinte carbone et puis ça nous montre les ordres de grandeur, ben, on voit que si on continue à manger une fois par semaine du bœuf, ben, ça fait déjà 2 tonnes d'œufs. Donc on est déjà au-dessus. 1,2. 1,2. Ouais, mais c'est déjà énorme. Si tu rajoutes... bref. Mais les voitures, pareil. Et du coup, moi, là, dans cette salle, je pense qu'on peut y aller. J'ai envie de dire, go, quoi. Ouais. Un peu moins de nuances. Voilà. Ah, pardon. Si. Ouais. 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 Tout à fait. Alors, si je peux répondre très rapidement là-dessus, je suis absolument aligné avec ça en fonction des publics. Et clairement, là, aux univers shiftés, évidemment, on a des experts, mais on a aussi des personnes qui peut-être découvrent là, le dérèglement climatique. Il y a peut-être des personnes, et c'est ça qu'on veut aussi, donc on veut toucher un peu tout le monde. Vraiment, le pitch climat ici, ce que vous voyez, c'est vraiment une introduction. Et on se doit, c'est un parti pris, d'être effectivement un petit peu... Enfin voilà, l'idée, c'est pas d'être culpabilisant, parce que sinon, on va en perdre. Mais d'un côté, oui, mais nous, ça nous... Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi, peut-être que Sandra aussi, mais ça nous démange, évidemment. Moi, les discours, en fonction des différents publics qu'on a et des différents ateliers qu'on anime, clairement, la viande rouge une seule fois par semaine à 1,2 tonnes, ce n'est pas tenable. Ce n'est juste pas tenable. On l'explique. Enfin, c'est clair. C'est clac. Il y a des choses qui sont plus faisables. Mais voilà, ici, vous avez une introduction. Vous voyez-le vraiment comme un outil, ok, pour aller taper sur les personnes, taper dans le bon sens, qui n'ont pas... Voilà, non mais excusez-moi, c'est pas le bon mot, mais d'aller chercher les personnes qui n'ont pas encore eu le temps, ok, le temps de cerveau, tout simplement, de se poser les bonnes questions. Et ça permet aussi d'aller faire du grand volume, ce genre d'atelier, notamment en entreprise, dans des grosses boîtes, aussi à l'international. Donc le pitch climat, on fait moitié-moitié, beaucoup d'étrangers aussi, d'aller expliquer ce genre de choses chez les gens qui ne sont pas encore prêts à prendre 3 heures de leur temps pour faire un vrai atelier sur le dérèglement climatique. Là, c'est 1 heure ou 1 heure et demie en entreprise, mais je vous dis, on touche des gens. Si on arrive à faire vriller 20%, à faire shifter 20% des personnes dans l'audience, mais c'est énorme déjà. Je me permets d'intervenir puisque, comme par hasard, entre guillemets, jeudi, j'ai assisté, j'étais au Forum de la mobilité qui était juste à côté au Solilab. Et donc, on a entendu un chercheur qui parlait de l'approche psychosociale de la décision
Et c'était très intéressant. Là, c'était plus en lien avec la mobilité et comment changer justement, comment aller plus vers le vélo, vers le covoiturage, etc. Et c'est vrai que lui, alors il a parlé pendant 1h30, donc je ne vais pas parler pendant 1h30, mais globalement, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, il disait qu'il faut partir de l'individualisation pour aller vers l'altruisme. C'est-à-dire que si on va dans la culpabilité, c'est un peu ce qu'on disait, ça ne fonctionne pas. En revanche, il faut, pour les personnes qui ont des difficultés à changer, il faudrait aller plus vers quels avantages ils peuvent y trouver, un peu dans les petites images là qu'on avait vues tout à l'heure. Et à partir de là, malheureusement, après, ils changeront peut-être pas pour des raisons écologiques, ce sera peut-être plus pour des raisons individuelles. Mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller vers le changement, quel qu'il soit. Donc voilà, c'est une idée. Donc c'est Frédéric Martinez, donc un chercheur qui est à l'université, j'en profite, Gustave Eiffel, je ne le connais pas, mais bon. Et donc il parlait d'approche psychosociale de la décision. Voilà. Merci pour ce partage. J'ai une petite anecdote comme ça, effectivement. Moi, je suis aussi dans le mouvement Zéro Déchet et on dit toujours pour quelqu'un qui n'arrive pas à abandonner sa petite cup jetable au boulot, en fait, de lui faire remarquer qu'on a beaucoup plus de plaisir à boire dans de la vraie vaisselle. Et en fait, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'aller chercher en fait, les autres choses sur la viande. C'est une question de santé aussi. C'est voilà, de découvrir d'autres plaisirs gustatifs. Donc c'est vrai que d'essayer de passer par d'autres biais que le côté axe climat, quand ça bloque, ça peut être aussi intéressant. Ah, je voulais rebondir sur comment faire changer les individus, mais il y a un groupe d'individus aussi. Moi, qui je trouve compliqué à convaincre, c'est que aussi changer, c'est une histoire de moyens, de finances. Je vous donne un exemple. Chez moi, je suis allée à une petite épicerie locale, sans déchets, enfin vrac, qui s'est ouverte, super contente. Je me dis, je vais acheter des pâtes. Donc de la farine, du blé, 2 € les 100 grammes. Au supermarché, c'est 2 € le kilo, et encore, c'est même pas le prix. Je veux dire, c'est impossible pour un foyer qui n'a pas des revenus conséquents de faire cette transition. C'est pas possible. Donc comment nous, je pense qu'on est sensibilisés, on a l'opportunité peut-être de se questionner, de faire des mouvements. Mais il y a vraiment des gens pour qui c'est pas possible de gérer ça. Donc, c'est pas eux qui produisent plus. Enfin, je pense que ceux qui sont vraiment à convaincre, c'est ceux qui ont beaucoup. Alors oui, ça c'est vrai aussi. Mais c'est tellement un mouvement de masse qu'il faut initier. Du coup, je pense que par rapport au public, il y a des publics effectivement qui ne peuvent pas aller culpabiliser et leur demander 100 € par mois pour faire leurs courses. Effectivement, on ne peut pas aller leur demander. Et ça, je pense que c'est des politiques de gouvernement qui doivent leur donner les moyens, en fait. Et ces gens-là, on ne peut pas aller. Parce que déjà, je pense qu'il faut moins que la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent. De manière indirecte, je me demande toujours, je pose que des questions, mais de manière indirecte, je ne sais pas, parce que le choix des produits, c'est pas le même. Et c'est pas juste, en fait, c'est carrément injuste. Ça soulève plein de points, le point de la justice aussi, le point de l'équité. C'est là où on voit en fait que sans les 75%, en fait, l'individuel ne suffira pas. Donc effectivement, on a besoin de politiques publiques qui vont venir financer le train, par exemple. On a besoin de choses comme ça pour accompagner. Et donc nous aussi, quand on peut avoir ce pouvoir d'influence sur ces parties prenantes pour encourager un changement qui va faciliter ensuite la transition sur des individus, on a tout intérêt à y aller. Oui, je voulais intervenir. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir mentionné les personnes qui ont la famille à l'étranger et qui prennent l'avion presque par nécessité, entre guillemets, et pour dire qu'il faut se méfier des discours radicaux d'interdire les vols ou d'en limiter 4 par an. Je dis ça pas trop fort pour pas qu'ils m'entendent, parce que ça peut être très très mal perçu en fait. Et il faut prendre en compte les besoins des gens, parce que si vous leur dites ah ben non, tu ne pourras pas aller voir tes parents s'ils ont un pépin à l'autre bout du monde, vous allez braquer quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est, enfin, je pense qu'il faut, le meilleur moyen d'influencer les autres, c'est d'être heureux dans son changement et de le montrer. Ça donne envie aux autres de changer aussi. Et la deuxième chose, c'est que je travaille pour une administration de l'État, et en effet, il y a beaucoup de changements surprenants qui se produisent en ce moment, et ça donne de l'optimisme au jour le jour. Voilà. Merci. Et si je veux rebondir sur, on a eu une question d'une personne à l'arrière, plutôt un témoignage, la différence de levier d'action en fonction de
son niveau social, son mode de vie. Okay, vous parliez d'un exemple dans une épicerie bio. Je vous invite à venir faire la fresque Agrialim ce week-end aux univers shiftés, que j'anime, petite pub, mais il y a d'autres intervenants également. Et puis il y a plein de super conférences sur les sujets d'alimentation et de transition sur ces sujets-là. Comment on fait pour rendre accessible en fait, des produits sains, de qualité, à des personnes qui, actuellement, dans le budget, ça ne rentre pas. Et c'est le sujet de fond, c'est la pression sur les prix, c'est le numéro 1. Donc on vous invite dans ce genre d'atelier à réfléchir là-dessus. Et puis on vous montre aussi les mécanismes et les enjeux qui sont en place depuis notamment la sortie de la guerre avec l'agriculture. Mais c'est absolument clé comme enjeu. Ouais. Donc merci d'avoir lancé le point. Alors on prend encore 1 ou 2 questions max si on veut rester dans le timing, parce qu'une conférence arrive derrière. Et on n'a que 5 minutes, donc je prendrai une question et peut-être 2 si c'est très rapide. Lee Scratch Perry était l'ingénieur du son de Bob Marley et le mentor de Bob Marley. Et un jour sur WeTransfer, il y a des témoignages d'artistes. Et donc il y avait les 10 commandements de Lee Scratch Perry. Et il y en avait un, c'était « Don't argue with idiot ». Et je respecte ta famille, je respecte la mienne. C'est une façon de dire, t'épuise pas. Protège-toi. T'en sens un qui bouge, voilà. Lui, c'est un granit, voilà, on rigole avec lui. Voilà. Mais ça suppose aussi, pour pouvoir sauter sur les occasions de quelqu'un qui prend un vélo ou j'en sais rien, d'avoir c'est ça le problème, enfin le problème, c'est ça aussi le défi, d'avoir une connaissance et quantifiée de ce que les changements induisent. Ah bah si tu prends le vélo, ben sache que ça fait tant en moins, quoi. C'est pas rien, c'est 10% de ton empreinte carbone a priori, quoi. Voilà. Mais préservons-nous. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci. C'est pas vraiment une question et je ne sais plus la référence, je suis désolée, mais ça m'avait fait du bien à un moment donné. Il y a un bouquin qui est vieux qui s'appelle Le point de bascule. Et en gros, ça dit, grosso modo, hein, quel que soit le sujet et pas que ce sujet-là, que c'est très très long de faire changer massivement des habitudes entre 0 et 20%. Il ne faut pas se décourager entre 0 et 20%. Et tout ce qu'on va pouvoir apporter, en se basant sur les bonnes énergies et les personnes qui nous donnent envie d'avancer, c'est endurant, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, parce qu'il y a ce point de bascule, et quand on y arrive, par contre, ça se multiplie. Voilà, ça peut donner de l'espoir, mais je ne sais plus qui a écrit ça, et c'est un vieux truc. Et ça s'est repéré après. C'est l'effet, je ne sais pas si vous vous rappelez du Covid, où on voyait un petit bonhomme qui en infecte 3, qui ensuite en infecte chacun 3. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc au début, ça va 3 par 3 par 9, et puis tout d'un coup, c'est des millions de personnes. Donc voilà, il faut qu'on continue sur cette lancée. C'est super, on finira avec ça. Alors toute petite, ça marche. Est-ce que la fresque que vous nous avez montrée, qui était superbe, est libre de droit? La fresque, le dessin, le graphique. Alors vous avez la chance d'avoir dans la salle le créateur de l'atelier qui s'appelle Frédéric Aubert, avec la chemise contre le mur là-bas, qui répondra. C'est vrai qu'il est pas mal ce dessin quand même. Hein. Merci pour cette question, c'était très sympa. Le dessin n'est pas libre de droit, néanmoins il est possible de devenir conférencier après une formation à la prise de parole en public, parce que peut-être l'avez-vous compris, l'idée, alors le contenu, on voit qu'il y avait beaucoup de sachants dans la salle qui en savaient beaucoup. L'idée c'est vraiment de démocratiser de manière simple et accessible ce sujet, en s'appuyant aussi sur les techniques de prise de parole en public. Donc, il est possible d'utiliser le dessin en devenant soi-même conférencier. Donc, qui veut monter sur scène comme Sandra et Paul et parler du sujet Pitch Climat peut le faire. Il y a une formation, il y a un process de montée en compétence sur les outils, etc. Donc, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, pour le service après-vente, c'est après. Voilà.
Voilà, et en guise de conclusion, on vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, si vous pouvez répondre au questionnaire, ça nous aide vraiment sur le contenu de ce que vous venez de voir, et puis également sur la forme. Merci à vous, très bonne journée, et on reste un petit peu ici pour des questions, et puis sinon on se retrouve tout au long du week-end. Merci.